Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov sur Sud Radio avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de Omerta, grand reporter pour son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Et l'histoire commence, c'est le livre de Régis Le Sommier qui commence comme ça, mais c'est une phrase assez extraordinaire, qui a été prononcée par le sénateur Lindsey Graham, le sénateur américain Lindsey Graham. La phrase, c'était le 1er janvier, conférence de presse au Capitole, 1er janvier 2023, donc il y a même pas 3 mois. Et il a dit ceci: je suis satisfait par la voie, VOIE bien sûr, que nous avons prise. Avec les armes américaines et notre argent, l'Ukraine combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Jusqu'au dernier Ukrainien. Quelle phrase! Et c'est le titre de votre livre, Régis Le Sommier. Vous êtes, et on vous connaît déjà, on disait, j'aime pas la phrase, on ne vous présente plus, si on vous présente. Vous avez été 27 ans à Paris Match, directeur adjoint de la rédaction ensuite, et puis vous restez grand reporter, vous avez été ensuite à RT, et puis vous êtes aujourd'hui directeur de la rédaction de Omerta, la plateforme d'enquête et de reportage sur le web. Alors justement, cette guerre, vous en parlez dans ce livre, et c'est très intéressant parce que vous parlez aussi bien des deux fronts, c'est-à-dire que vous avez été côté ukrainien, enfin ukrainien à Kiev, ukrainien, et puis le côté russophone du Donbass, comme vous avez couvert énormément de guerres et de faits depuis 27 ans, ou 30 ans même, et je dis ça simplement à nos éditeurs parce que vous savez, il n'y a pas de race de journalistes, il n'y a pas de catégorie, mais quand même, il n'est pas mauvais parce que l'espèce se fait rare et c'est très dommage. Des journalistes, des enquêteurs, des reporters qui vont sur le terrain. Il y en a, et heureusement il y en a, mais il n'y en a pas assez par rapport à auparavant, et c'est grave et c'est dommage, parce que c'est très bien de discuter justement sur un plateau, mais c'est encore mieux d'aller voir ce qui se passe et de raconter ce que vous avez fait dans ce livre, Régis Le Sommier. Alors, si on avait à caractériser cette guerre, parce que vous parlez des hommes, vous parlez des gens qui sont là, parce que c'est pas une abstraction la guerre, hein. C'est dégueulasse la guerre quelque part, enfin il y a tout ça. Et en fait, au bout d'années, puisque ça fait deux ans et demi que vous allez un peu part et d'autre, avant même la déclaration, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous diriez quoi aujourd'hui? C'est un combat douteux, comme disait Steinbeck. C'est quoi cette guerre russo-ukrainienne qui continue et qui fait des vagues dans le monde entier? Sur ce que j'en ai vu de mon dernier reportage, c'est Verdun plus les drones. Carrément Verdun, vous diriez. La ligne de front aujourd'hui, qu'elle s'étale depuis Vuhledar, Marinka, dans le Donbass, jusqu'au nord, jusqu'à Krymina, Svatovo, dans la zone dans laquelle j'étais, en passant par Bakhmout, tout ce tronçon qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long, l'intensité des combats qui ont eu lieu pendant ces derniers mois, l'intensité des combats qui ont toujours lieu aujourd'hui. Je rappelle que le centre de Bakhmout est l'objet d'une guerre intense entre Ukrainiens et Russes. Oui, encore aujourd'hui, alors on parle. Avec des centaines de morts. Quand je dis Verdun, c'est très précis pour moi parce que j'ai couvert plusieurs guerres. Verdun, ça veut dire qu'on se retrouve dans des paysages parfois où tous les arbres sont brûlés, où les maisons, il reste plus que les socles des maisons et des petits murets à peine d'1 mètre de haut, et les soldats sont enterrés dans les caves et circulent à travers des venelles, c'est-à-dire des tranchées qu'ils ont dès qu'ils conquièrent une position, dès qu'ils grignotent un peu de terrain, ils font des tranchées pour ensuite consolider ce qu'ils ont pris. Et ce grignotage permanent entre Russes et Ukrainiens, il a lieu depuis des mois avec des duels d'artillerie. C'est surtout là où j'en viens avec Verdun. C'est que moi j'ai eu un grand-père qui a passé 6 mois à Verdun, et je me souviens de ces histoires, et je me souviens justement
particulièrement de l'intensité de l'artillerie. J'ai assez rarement dans ma carrière vécu ou partagé des moments avec des soldats vivant dans ces enfers où à 3 heures du matin il y a un bombardement toute la journée. On s'arrête simplement. Je l'ai noté parce que c'est quelque chose. C'est peut-être un petit soupçon d'humanité qui reste parmi les deux belligérants. C'est-à-dire qu'à peu près autour de midi, il y a un peu une pause qui a été un peu décidée tacitement, sans accord des chefs avec les soldats, et on bombarde un peu moins pendant ce moment-là. Mais il faut imaginer ces obus de 300 mm qui se baladent au milieu de la campagne, ces sifflements, ces impacts aussi, parce que ça vous brise le cerveau, et ça, je dois avouer que c'est quelque chose, voilà, c'est cet état de guerre. Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, juste un petit détail, c'est que mon livre, moi, que ce soit du côté ukrainien, j'ai moins vécu de choses intenses du côté ukrainien, mais j'ai accompagné des volontaires français qui allaient s'engager dans l'armée ukrainienne. Ce que je veux, c'est vraiment rendre hommage aux hommes qu'on oublie parfois, parce que franchement, ce que vous parliez de des analystes, etc., et de ce qu'on peut dire de cette guerre, moi, j'écoute parfois la télévision, les plateaux en continu, les chaînes en continu, et j'ai l'impression que ces gens-là vivent, jouent à la bataille navale. Dans une autre planète, quoi. Ils font mais oui. Et derrière, quand on parle d'affrontements, qu'on parle de percées à tel endroit, il y a des hommes qui meurent, il y a et les hommes meurent. Et il y a des gens dans mon livre qui sont morts, que j'ai rencontrés. Et c'est ça. Et je veux réamener, rappeler la nature humaine de cette guerre, même si elle est monstrueuse, et ce que ça coûte tous les jours, et quelle est la vie de ces hommes. Voilà. Oui, c'est ça. Et alors justement, la vie de ces hommes, parlons-en à un moment donné, puisque vous avez vu donc les volontaires qui venaient se battre pour l'Ukraine, les volontaires étrangers. D'ailleurs, vous avez fait, on en avait parlé déjà un peu, on va pas en reparler longuement, mais vous avez fait un peu scandale en disant, il y a quelques mois, que vous disiez que c'était un instructeur américain. Tout à fait, mais ça c'est... oui, bien sûr. Mais comme vous disiez, écoutez, je l'ai vu, je vais pas... Même si ça avait été un Coréen du Nord, j'aurais raconté aussi, quoi. Mais la guerre, le titre de mon livre qui provient de cette phrase de Lindsey Graham que vous avez citée, en est l'illustration. Les Américains, ils ont assez peu d'angoisse pour dire qu'ils sont... alors, ils diront pas « boots on the ground », parce que pour eux, attention, ça, pour l'opinion américaine, ça rappellerait l'Irak, l'Afghanistan, où les boys sont... Mais évidemment qu'il y a des conseillers sur place, et même pour nos canons César, je doute qu'on donne comme ça à l'Ukraine une trentaine de canons César sans qu'il y ait des instructeurs et que subitement des Polonais puissent expliquer aux Ukrainiens comment ça fonctionne. Non, tout ça, c'est évidemment qu'il y a une guerre clandestine qui se joue. Il y a une guerre à travers les forces spéciales, donc des parties non visibles des armées, pour évidemment masquer à l'opinion, qu'elle soit américaine ou qu'elle soit française, qu'on est vraiment sur place. Et en fait, c'est ça qu'il faut rappeler. Il faut rappeler ces éléments. Je pense que c'est assez important. Et sur la question effectivement de l'encadrement de l'armée ukrainienne, je vais vous dire une chose très simple, c'est que l'armée ukrainienne, elle a une efficacité peut-être plus importante que l'armée russe. L'armée russe a ses forces, toujours l'artillerie, le côté, la masse critique par rapport à l'Ukraine, qui est une population évidemment moins nombreuse. Donc l'armée russe a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Elle a très peu, contrairement aux armées occidentales, l'usage des sous-officiers, ce qu'on appelle le NCO aux États-Unis, c'est-à-dire ce dédoublement de l'officier au milieu de la troupe, cette courroie de transmission. Donc c'est plutôt la domination du chef sur ses troupes. Elle fonctionne comme ça, oui, mais elle a toujours fonctionné comme ça. Or, l'Ukraine a adopté bien en amont des critères de l'OTAN, de formation des officiers et des sous-officiers, qui sont plus en correspondance avec les armées modernes occidentales. Donc tout ça, évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et même ça s'est fait bien avant le début de la guerre. Voilà. On va continuer à parler de cette guerre, de ce que ça implique et de ce que Régis Le Sommier a vu et vécu dans ce livre Jusqu'au dernier Ukrainien, que je vous recommande. Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Régis Le Sommier sur son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. A tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Régis Le Sommier, grand reporter,
qui raconte dans un livre, encore une fois, que je vous recommande, Jusqu'au dernier Ukrainien, c'est la phrase, vous savez, l'expression de la phrase d'un sénateur américain. Alors, effectivement, Régis Le Sommier, c'est pas la première guerre que vous couvrez, ce ne sera pas, je pense, la dernière. Hélas, on aimerait bien que la paix règne sur le monde, mais au fond, ce qui est tout à fait frappant du point de vue de si on se remettait ici, je pense, c'est pour ça que votre livre, je l'aime bien parce qu'il est nuancé au vrai sens du terme, parce que la complexité, la vérité, elle est complexe, elle n'est pas manichéenne, blanc et noir. Et au fond, chez nous, on a tendance à mettre des étiquettes. Ah, ben si vous osez dire que Poutine n'est pas totalement Hitler et que Zelensky n'est pas totalement Churchill, vous êtes à la droite, effectivement, du Führer. C'est plus compliqué que ça, je crois. Non. Oui. Ce que vous avez, vous, vécu dans... moi j'ai vécu des choses. Je vais vous dire, j'ai aujourd'hui 54 ans. J'ai fait, donc, vous l'avez rappelé, 27 ans de carrière à Paris Match et beaucoup de grands reportages et de guerre. Ce que je trouve assez, quand je faisais mes classes, par exemple, de grands reporters en Irak dans les années 2000, quand on revenait, on avait été, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps avec l'armée américaine. D'ailleurs, parmi mes détracteurs, il ferait bien de regarder ce que j'ai fait, parce que je pense que c'est peut-être l'armée avec laquelle j'ai passé le plus de temps, cette fameuse armée américaine. Donc je la connais très bien. Mais à l'époque, on revenait, le sujet sortait, et on se disait, peut-être que nos confrères vont le remarquer. Parfois, on avait fait un sujet très très bon, donc on était content parce que on en parlait. Mais on revenait ici, on était satisfait. D'abord, on était content de rentrer en vie et de rentrer en un seul morceau. Et puis, mais aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est quand vous allez, par exemple, dans le Donbass, vous revenez, vous êtes sur un plateau télé, des gens qui ne sont pas allés, qui n'ont jamais entendu siffler une balle ni quoi que ce soit, vous expliquent les choses et contestent d'ailleurs et vous disent non, ça n'a aucune importance. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, voire, en fait, vous êtes obligé, vous faites flinguer à domicile. Et ça, c'est insupportable. Enfin, de mon point de vue, parce que je veux dire, voilà, je rappelais mon âge. Pour dire, j'ai couvert des guerres avec tout un tas dans toutes les latitudes, et j'ai toujours émis et appliqué les mêmes principes d'excellence journalistique, et c'est ça que pour rappeler le terme, sur mes expériences de terrain. Je vais pas devenir un espion russe à 54 ans. Enfin, tout ça est complètement grotesque, et je vois des gens me prêter des choses, ou essayer de bricoler comme vous, André, on s'aperçoit par exemple quand on regarde Wikipédia que c'est complètement c'est l'objet d'un hold-up. C'est-à-dire que vous avez une description de votre carrière qui n'est pas votre carrière, parce que des gens ont décidé que... Courageusement anonyme d'ailleurs. Oui, toujours souvent anonyme, ou alors souvent les mêmes d'un petit milieu qui a décidé de vous faire la peau, en fait. Et c'est ça qui est terrible, parce que la plupart de ces gens-là ne sont pas dans votre sphère. Enfin, ce ne sont pas des gens qui vont sur le terrain, ce ne sont pas des gens... Et moi, ça me navre de voir ça, parce que c'est déjà assez dur, vous l'expliquiez, d'être, par exemple, d'aller dans les deux camps. Vous savez, moi je suis allé en Ukraine, je suis allé en Russie. D'être dans la complexité. Aujourd'hui, ça m'est très difficile, parce que je suis allé en Russie. Le côté ukrainien m'a dit votre carte de presse, c'est fini. Ah oui, voilà. Carrément. Oui, oui. Vous êtes allé dans le Donbass, donc vous revenez plus là. Voilà, c'est fini. Et en fait, je me rends compte, hier, j'ai déjeuné avec une collègue, une amie, Dorothée Oliéric de France 2, qui elle a couvert Bakhmout de l'autre côté. C'était passionnant de se retrouver avec une confrère et de discuter et de comparer ce qui se passe côté russe. On était à 20 km l'un de l'autre. Voilà, et au même moment. Et donc, on compare, on s'aperçoit d'ailleurs en comparant que les soldats vivent à peu près la même réalité, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça change pas grand-chose, malheureusement, aux conditions épouvantables dans lesquelles ils sont. Mais c'est important d'avoir ces deux visions. C'est important. Alors, ok, on peut souhaiter la victoire de l'Ukraine, mais la souhaiter au prix de déformer la vérité ou de ne pas vouloir voir ce qui se passe en face, je trouve que c'est préjudiciable pour notre profession, c'est préjudiciable pour notre santé mentale aussi, parce que ce n'est pas à force d'incantation qu'on va arriver, et moi j'en ai
ai vu combien sur les plateaux télé expliquant au mois de novembre que des généraux très gradés avec des titres pas possibles qui nous expliquaient que l'armée russe c'était la débandade, c'était fini. On est fin mars là, on va arriver début avril et ça ne s'est pas produit. Et Poutine, cancéreux, mourant, etc., avec 25 cancers. Enfin bref, non, mais tout ça, ça fait partie de la propagande. Ça existe dans toutes les guerres. Mais notre travail à nous, journalistes, c'est de ne pas rentrer là-dedans. C'est d'expliquer les choses et de dire voilà, j'y suis allé. Les Ukrainiens là, ils ont merdé. Là, et de le dire. Voilà. Et là, les Russes, moi, je suis allé sur un détail tout simple qu'on entendait. Oui, ils combattent avec un fusil pour deux. Après j'ai regardé d'où ça venait, ça vient de Stalingrad, où en effet les Russes à la fin, il y avait le premier qui arrivait avec son fusil, et le deuxième était derrière, le premier tombait, il prenait le fusil et continuait à monter à l'assaut. Et on l'a dit là pour ici. Mais tout ça, voilà, et d'avoir entendu des généraux nous ressortir ces salades, ils connaissent sans doute très bien leur histoire, mais ce n'est pas le cas. L'armée russe a beaucoup de matériel. Voilà ce que j'ai constaté. Il faut aller sur place pour constater ça. De même que livrer en ce moment avec la fameuse Rasputitsa et de la boue, par centaines des blindés avec des roues aux Ukrainiens, c'est pas leur faire un cadeau. Il vaut mieux des chenilles. Enfin, il y a des choses comme ça que vous comprenez parce que vous êtes allé sur place. Vous voulez dire qu'avec la boue actuellement, la gadoue, mais vous imaginez pas, personne ne sait ce que c'est que cette boue. On en parle dans les... Pareil, quand vous marchez dans cette boue, vous avez assez rapidement 2 kilos en plus sur chaque pied. Donc vous imaginez les fantassins. Donc il faut forcément qu'ils soient sur des BMP ou des BTR, c'est-à-dire groupés sur le blindé pour avancer, parce que à pied, 2 kilos de plus sur chaque... vous faites pas des kilomètres et des kilomètres avec ça. Donc ça, c'est une réalité que nous... Rappelez la réalité, le réel, quoi. Tout simplement. Mais si le réel est dérangeant parce qu'il montre que les choses se passent pas aussi bien pour les Ukrainiens et que se passent pas si mal pour les Russes, mais est-ce que ça vaut le coup d'être condamné pour ça ? Or, malheureusement, c'est ce que certains font. Et justement, donc, vous écrivez ce livre, vous racontez encore une fois ce que vous avez vu. Je voudrais juste parler, parce que vous ne venez pas, les guerres, vous ne venez pas d'univers étranger. Votre père était militaire, je rappelle. Votre père était ingénieur en chef dans les sous-marins nucléaires, oui, c'est ça, officier, c'était le numéro 3 du bord. Il s'occupait de ce que les sous-mariniers appellent la chaudière, c'est-à-dire le réacteur, le cœur nucléaire. Le cœur du réacteur. Voilà, c'est lui qui faisait fonctionner la machine et qui emportait et cette enfance liée au secret, au monde de l'île longue, au SNLE, c'est-à-dire à la dissuasion française, le cœur de la dissuasion française, m'a quand même pas mal aussi au niveau des guerres, même si je viens d'une famille de militaires, mais elle m'a aussi très tôt mis la puce à l'oreille. J'ai été très tôt conscient que mon père aller sur l'eau avec à côté de sa couchette, à côté de son oreiller, 500 fois la bombe d'Hiroshima. Et que mon père, ce qu'il faisait sous l'eau, il pouvait très bien aussi appuyer sur un bouton qui fasse disparaître la planète. Donc le risque nucléaire, quand je l'entends brandi par Poutine ou par d'autres, moi ça me rappelle vraiment ce que faisait mon père quand il était jeune et pendant mon enfance, et que oui, il y a un... et c'est ça qui vous a donné l'envie de faire d'aller sur le terrain, en tout cas, reporter, journaliste. C'est certainement de ne pas m'enfermer dans un sous-marin pendant 2 mois et demi et de vivre à l'air libre. Oui, j'ai voulu couvrir la guerre. Non, parce que je voyais mon père quand il revenait au bout de 2 mois et demi, on partait à la montagne pour qu'il puisse s'oxygéner. C'est des métiers très particuliers. J'ai moi-même fait des reportages sur les sous-marins par la suite. Oui, non, c'est sûr que je préfère le grand air, je préfère la liberté que nous donne, vous savez, un soldat américain m'avait dit en Irak un jour, il m'avait dit, je lui ai dit, nous on vient en tant que journaliste partager votre quotidien. Il dit oui, mais la différence c'est, tu vois, ce shithole, cette merde dans laquelle on est. Ce trou, il dit, toi tu peux partir quand tu veux. nous on en a encore pour 6 mois. Donc c'est la grosse différence. Toi c'est un CDD, nous c'est un CDI. Nous on peut partir. Voilà. Très bien. Non, mais c'est vraiment, encore une fois, je renvoie au livre. Prenez le temps de le lire. Comprendre le réel, ce que c'est que le réel. Et après, vous faites votre propre opinion, comme toujours. Vive l'esprit critique. Lucien, je crois que nous avons pas mal de... Oui, beaucoup d'éditeurs nous appellent au 0826 300 300 et vous continuez de nous appeler. Et on reçoit Rodolphe de l'Oise. Bonjour Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité.
Alors déjà, première chose, merci pour votre émission, puisque j'ai découvert que ce livre sortait et je vais rapidement l'acquérir pour pouvoir le lire. Je voulais souligner que le mot guerre, comme l'a bien expliqué votre invité, représentait quelque chose d'absolument horrible. Voilà, la réalité de la guerre est horrible. Ouais. Et qu'on a quand même un président, des politiques et des médias qui utilisent ce mot-là pour tout et n'importe quoi. Guerre économique à la Russie, guerre contre le Covid, scène de guerre quand il y a des manifestations qui dégénèrent. Ouais. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'irresponsabilité de l'usage de ce mot, quand la réalité, c'est toutes les vidéos qu'on voit de gars dans des trous d'obus qui se font déchiqueter, quoi. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on emploie guerre à tort et à travers. Oui, oui, moi je me suis déjà exprimé là-dessus. Je trouve ça préjudiciable d'abord pour l'exercice du pouvoir aussi. Cette communication en utilisant toujours des mots comment une espèce d'emphase permanente. Et puis quoi qu'on ait vu, qu'on ait pu apercevoir sur les poubelles qui brûlent à Paris, les véhicules renversés, ça n'a rien à voir avec précisément cette vous savez, Bakhmout est surnommé le hachoir à viande. Voilà, donc déjà rien que ce mot, et ce mot, je me suis intéressé sur l'origine de ce mot, et en fait ça vient des Russes juste après que les Allemands ont assiégé Moscou. Les Allemands se sont réfugiés à une quarantaine de quand le ressac, enfin la marée a changé, c'est-à-dire que les Russes ont commencé à monter à l'assaut des lignes allemandes, et c'est un des points où Zhukov envoyé par centaines de milliers ses soldats comment se heurter à faut se rappeler 20 millions de morts. Ouais, voilà. Russes, et le hachoir à viande, il date de cette époque-là, d'une ville à l'ouest de Moscou, et il a été réutilisé. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les jours, vous avez des gens qui meurent ou qui sont déchiquetés par des obus, des éclats d'obus en fusion qui partent à 300 km/h et qui vous rentrent dans le corps. Et ça, il faut penser à ça quand on utilise le mot guerre, quoi. Oui, faire attention. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions à Régis Le Sommier sur son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. Et on accueillera Christian de Bordeaux. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov sur Sud Radio avec Régis Le Sommier pour son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. Et vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. On accueille Christian de Bordeaux. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour à vous. Merci de m'accueillir, parce que j'essaie plusieurs fois de prendre la parole, mais c'est très difficile. Alors, c'est un sujet. Hélas, on a beaucoup de oui, allez-y, Christian. Oui. Moi, c'est un sujet un peu brûlant, évidemment, mais l'éditeur, la personne qui était intervenue précédemment me dit, elle avait dit, tout le monde est contre la guerre, évidemment, mais ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. On développe des systèmes d'armes terribles. Ouais, c'est clair. Et les Russes sont à la pointe de ce système. Voilà. Les gens ne le savent pas. Moi, je travaillais là-dedans, j'interviens parce que je suis un peu... C'était ridicule de vouloir une paix avec un système comme ça. Les Américains nous guident, nous mènent là-dedans, et c'est celui qui sera le plus fort, et moi je suis un peu écœuré là-dessus, parce que le système d'armes russe, il est impressionnant. Voilà. Mais oui, mais enfin, on peut quand même se dire que la paix est souhaitable, Christian, vous ne croyez pas ? Mais évidemment que tout le monde souhaite la paix, tout le monde souhaite le bonheur de chacun et tout ça, mais c'est impossible. On peut le souhaiter, on peut prier. Mais pardon, Christian, on peut souhaiter que la guerre s'arrête quand même s'il y a des armes ultra sophistiquées. C'est pas parce qu'il y a des armes ultra sophistiquées qu'on va vivre avec ça pendant des années. Enfin, j'en sais rien. Hein. Vous avez peut-être raison, mais ce serait triste. Oui. C'est la discussion qui nous amène là-dessus, mais vous savez, c'est pas celui qu'on ne se met jamais en colère volontairement. Je pense qu'on titille les gens. C'est pareil au niveau de l'individuel que dans un groupe, que dans un pays, tout ça. Il y a des choses qui se sont passées, bien sûr, c'est dégueulasse tout ce qui se passe à la guerre. Monsieur Le Sommier, il était devant. Moi, j'ai jamais entendu siffler une balle, hein. Donc, mais je vais pas faire de leçon de morale. Mais on ne pourra pas, à force d'exciter les gens, à force de menacer, à force de développer des systèmes autour de grands pays qui possèdent sans doute les richesses
les plus importantes au monde, et là, je pense que c'est le nœud du problème, on ne pourra pas avoir la paix. C'est impossible. C'est impossible d'après moi. Écoutez, on verra bien, qui vivra verra. Oui. Si on le verra bien. Merci Christian. Lucien. Merci beaucoup Christian. Et on reste dans la Gironde, on va recevoir Yves d'Arcachon. Bonjour Yves. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour oui, Yves. Ben, écoutez, je vais peut-être essayer une réflexion un peu plus légère par rapport à ce qui se dit de la part de Monsieur Le Sommier ou de mon prédécesseur. Par rapport à une balle qui siffle aux oreilles, j'étais chez Danone, j'ai eu comme DRH un ancien officier de carrière qui était capitaine de renseignement de l'armée et puis rédacteur en chef de l'Écho d'Alger, M. Bernard Marion, qui avait beaucoup de panache. D'accord. Et je lui parlais justement qu'un type s'était fait engueuler par le DG, et il a dit, je disais, il a entendu la balle siffler à ses oreilles. Et là, donc, cet officier d'active m'a dit, quand on entend la balle siffler, c'est pas grave. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois s'arrêter. Et depuis, je fais du rab, c'est fantastique. Et oui, on vient de parler de ça, c'est ce que disait Régis Le Sommier, et ce qu'on disait, effectivement. La guerre, il y en a qui en entendent parler, d'autres qui la vivent, et c'est surtout d'ailleurs les soldats, les divers soldats, et ce n'est pas du tout la même chose. Je voudrais peut-être, merci Yves, Julien. Merci beaucoup. Oui, bonjour Julien. Julien, bonjour, vous nous appelez de Marseille. Bonjour Julien. Oui, bonjour André, et un grand bonjour à Monsieur Le Sommier. Bonjour monsieur. Je trouve que vous avez beaucoup de courage dans ces temps de dire la vérité, en fait, de faire votre travail tout simplement de journaliste, parce que ça devient de plus en plus difficile. Je pense que le récit est plus important que la vérité, et des gens comme vous, on en a besoin, mais je pense que quand on regarde LCI, BFM, tout ça, on ne montre qu'une facette, et le reste des gens qui disent plus ou moins la vérité, ou qui essayent de démontrer les deux facettes, se font bafouer, quoi. Et on nous a enlevé RT, on a enlevé... Parce qu'on pense que le peuple n'a pas l'intelligence de faire son choix par soi-même, de comprendre les choses par soi-même. Et je pense que votre travail est très bénéfique, mais le problème, c'est que les gens vous conspuent. On vous dit que vous êtes d'extrême droite, que votre patron il est lié à la Russie. C'est incroyable ce qu'on peut dire sur ces choses-là, alors que vous faites juste votre travail. Régis Le Sommier. Oui, bah écoutez, oui, vous avez, enfin, je vais pas vous donner tort, vous avez même entièrement raison. Non, ce qui est assez, enfin, moi je vois dans ce traitement, j'aime pas me plaindre, et c'est toujours, je préfère démontrer ce que je sais faire ou ce que mes équipes peuvent faire avec Omerta sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, la meilleure parade à tout ça, c'est de s'abonner à Omerta, c'est de regarder ce qu'on fait, de regarder nos 52 minutes, nos documentaires, et puis les formats plus courts qu'on a mis en place, parce que on essaye d'y appliquer ces critères. En fait, c'est la démonstration par l'excellence qu'on essaye de faire. Ensuite, le problème, oui, c'est ce que vous l'avez mentionné, c'est cette espèce de désignation. Vous savez, avec Omerta, on n'avait pas lancé Omerta qu'un journal bien connu, en l'occurrence Libération, avait déjà dit qu'on était d'extrême droite et pro-russe. On avait encore le Omerta n'avait pas encore commencé. Donc on était déjà jugé sur des intentions supposées. Ces intentions ne sont jamais matérialisées. Il suffit de regarder nos documentaires et nos interventions. Nous avons pour principe chez Omerta d'aller sur place. Notre promesse éditoriale, c'est de se dire, on vous parle de l'Iran, on va vous faire un documentaire sur l'Afghanistan. En l'occurrence, je reviens de 15 jours en Afghanistan, et je vais vous raconter ce qui se passe dans le pays. Et ça, c'est pas orienté plus d'un côté ou de l'autre, mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est la promesse d'aller sur place et d'essayer au maximum, parce que c'est pas facile, de faire parler tous les acteurs sur un terrain, sur un conflit, sur une catastrophe. Et voilà, c'est ça notre mission, c'est tout, et pas autre chose. Nous avons une auditrice, je crois, une Lucien. auditrice, Karine du Jura. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci Monsieur Berkoff de me donner la parole, et bravo Monsieur Régis Le Sommier pour votre livre. Je ne l'ai pas lu, mais vous allez le lire. Oui, tout à fait. Vous semblez parler de ce que vous connaissez. Vous êtes expert
reporter parce que vous avez connu la guerre. Alors moi, je vais vous dire, j'ai rencontré beaucoup de jeunes dernièrement et ils veulent tous partir en guerre parce qu'il faut défendre l'Ukraine, il faut défendre ceci, il faut défendre cela. Parce ils s'abreuvent des paroles mensongères des médias mainstream et qui disent que des choses folles, même des commandants otaniens qui disent n'importe quoi, alors que c'est en effet un hachoir à viande là-bas. Il faut le dire très fort. Et il faut empêcher ces guerres et cette guerre. Donc il faut tous, qu'on soit de droite, de gauche, tous, il faut empêcher cette guerre. Et merci, monsieur Le Sommier, parce que franchement, ça fait peur quand vous voyez des jeunes qui ils sont prêts à partir et ils ne savent même pas ce qu'ils vont affronter. Oui, voilà. Je vais réagir sur ce que vous dites. Vous avez entièrement raison. Moi, s'il y a une motivation politique dans ce que je fais, elle est essentiellement d'ordre pacifiste. Oui, je pense qu'il faut éviter à l'Europe, et je reprendrai je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Klarsfeld là-dessus, d'être déchiqueté à nouveau. On a oublié les dizaines de millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, les dizaines de millions de morts de la Première Guerre mondiale. Et ce qu'il faut dire par rapport à cette capacité ou non de faire la guerre, moi ce que j'ai remarqué, c'est que à la fois du côté ukrainien comme du côté russe sur place, ceux qui font la guerre sont des gens qui sont habitués à vivre à la dure. Les Russes, c'est des peuples résilients. Ce sont des peuples de paysans, de mineurs, oui, et comme la les qualité, Ukrainiens d'ailleurs. comme les Ukrainiens. Donc ils se font une guerre très dure. Je ne suis pas sûr personnellement que le jeune Français aujourd'hui ait les capacités physiques de mener une guerre dans des circonstances comme le Donbass que j'ai vécu moi au mois de janvier, par des températures de moins 15 où il faut supporter des duels d'artillerie quasiment non-stop. Donc c'est une chose de se dire oui, on a fait des guerres, notre armée elle est intervenue dans plein d'endroits, mais on a fait des guerres qui jusqu'à présent, il faut pas l'oublier, étaient asymétriques. Il y avait des risques, il y a plein de Français qui sont morts au Sahel, en Irak, pour défendre des causes justes, mais c'était des guerres où l'ennemi se dérobait, où l'ennemi faisait des embuscades. Il y avait un rapport du faible au fort. Là, on est face à une guerre conventionnelle, comme on n'en a pas vu en Europe depuis très longtemps, et c'est extrêmement meurtrière. Et on n'a pas l'impression de ça, en fait. Quand on écoute la plupart du temps la façon dont la guerre est narrée, on n'a pas l'impression de cette réalité, de cette dureté, et des hommes, de la qualité d'hommes. N'oublions pas que 14-18, si la France a gagné en 14-18, peut-on encore appeler ça une victoire, quand on sait ce qui s'est passé 20 ans plus tard avec la montée du nazisme, etc. Quand on a perdu 250 000 hommes tous les ans pendant 4 ans, c'est parce que c'était des paysans qu'on envoyait, c'était des gens qui étaient durs, qui étaient solides. Aujourd'hui, on n'a plus cette qualité d'homme, malheureusement. Et oui, est-ce qu'on est là, en tout cas, lire jusqu'au dernier Ukrainien et surtout se dire que qu'on faut être très lucide aussi, et qu'on oublie le privilège qu'on a d'être en France. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et à nous appeler. Et merci beaucoup à Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de Omerta, grand reporter pour son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lay. À tout de suite sur Sud Radio.